Bonjour à tous, bienvenue aux Agents Libres. David Corbeil, comment ça va? Ça va bien, merci toi, JF. Ça va très bien. Je me suis ajouté un petit cadre de décor. Il n'est pas posé encore, mais ça devrait venir. Ouais. Un changement de mon décor habituel. Aujourd'hui, un petit spécial baseball vu que la saison elle commence demain, en réalité, là, jeudi. On a un invité spécial, le bon invité pour l'occasion, je pense. Charles-Alexis Brisebois de Passion MLB. Comment ça va? Très content d'être là avec vous, les gars. Ça va très bien. Bien content de t'avoir, Charles-Alexis. On te lit souvent, mais c'est bon de t'avoir en live et en parole. Merci bien. Je commence ça tout de suite. Charles-Alexis, ceux qui te lisent, ceux qui te connaissent de Passion MLB, savent que tu essaies de rester nerd dans ton choix d'équipe, mais tu as quand même une équipe préférée, je pense, dans le À défaut de pouvoir suivre les expos, c'est sûr que j'aime suivre les Blue Jays. J'ai vraiment accroché à cette équipe-là durant leur run de série là, en 2015-2016. Ils ont été super excitants. Là, leur monstre à trois têtes qui frappait des coups de circuit avec mieux. Le bat flip, évidemment, il y a de quoi accrocher un jeune partisan de balle. Puis depuis ce temps-là, je suis resté. Puis avec la nouvelle vague de jeunes joueurs qui s'en vient, les gros frappeurs qui vont remplacer les anciens gars qui nous ont fait triper, les jeunes lanceurs qui arrivent aussi, ça fait en sorte que l'équipe est excitante à suivre. Ben ouais. Toi, Jeff, tu prends pour qui au baseball? Moi? Je te laisse deviner. C'est comme ça. Petite question de même, là. Non, j'essaie d'être neutre aussi dans mes commentaires, là, comme toi, David. Là. Je sais que oui. Yankees. Comme je te dirais, c'est le bon temps de l'année, c'est le bon temps dans la vie pour être un fan des Yankees. Je peux pas dire le contraire de ce que tu viens de dire. Juste parce qu'on continue la tradition, Charles-Alexis, tu t'es amené de quoi à boire à soir? Ben oui, absolument. Moi, je suis un fan de la Boréale. Fait que je me suis amené une petite IPA pour ce soir. Ben oui. Toujours bon. Délicieux. Corona pour moi, toi, JF? Un petit coureur des bois. Bon, avant d'aller jouer à la balle. Qu'est-ce que tu te Ben ouais. Good. Cheers, les boys. Cheers. On passe ça. Charles-Alexis, j'ai envie d'avoir ton opinion en commençant tout de suite sur le contrat qui vient d'être signé par Mookie Betts. C'est une grosse signature de la part des Dodgers. Puis évidemment, les partisans doivent être soulagés de savoir qu'il n'y a plus de risque qu'ils s'en aillent après seulement 60 matchs. Les Dodgers font évidemment un très grand coup. Tu sais, Mookie Betts, tu le sais, là, en tant que partisan des Sox, tu l'as vu. C'est un joueur qui est extraordinaire. Puis, je pense en fait que, on sait Mookie Betts voulait vraiment tester le marché des agents libres. C'est la raison pour laquelle il est parti de Boston. Donc, je peux comprendre que certains partisans des Red Sox soient insultés un peu présentement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la pandémie a changé les choses. Il ne sait pas forcément s'il y aurait eu le gros contrat qui méritait sur le marché des agents libres. Puis là, il se fait proposer cet argent-là de la part des Dodgers de Los Angeles qui vont dominer dans la Ligue nationale pour les prochaines années. Pour lui, c'est un no-brainer dans un environnement comme celui-là. On sait qu'il est capable d'être bon dans un gros marché parce qu'il l'a été à Boston. Fait que pour moi, c'est une signature qui est vraiment logique, autant pour les Dodgers que pour Mookie Betts. Bien d'accord. Toi, Gord, rien à ajouter. Écoute, 30,4 millions sur 12 ans, c'est un contrat qui méritait. Il y a déjà un MVP en arrêt de la cravate. Je pense que c'est un top 3 outfielder steady puis dans sa position. Puis en plus, au bat, on le sait, là, il peut faire des ravages. Je pense que c'est ça qui manquait dans le top du line-up des Dodgers. Fait que comme Charles-Alexis dit, là, d'après moi, c'est win-win pour la signature. Certainement. Moi, ça me fait mal au cœur comme fan des Red Sox, mais en même temps, je suis content qu'ils signent là, qu'ils ne signent pas avec les Yankees, par exemple. Mais c'est pas Alex Verdugo qui va le remplacer. Ah non. On n'ira pas là, s'il te plaît. OK. Je te relance une autre question. Nouvelle aujourd'hui qui est sortie en fin d'après-midi aujourd'hui sur les Jays qui ne pourront pas jouer au stade des Pirates. Encore là, est-ce que t'as-tu vu des rumeurs ou des endroits où ils pourraient jouer? Parce que là, ça s'en vient compliqué là, pour les Jays. Il est vraiment minuit moins une parce que leur premier match à domicile, c'est le 29, donc c'est dans une semaine. On ne sait pas c'est où à domicile. Les joueurs ne savent pas leur sac de bagages à domicile, il est rendu où. Fait que c'est vraiment une situation qui est compliquée pour eux autres. Ce qu'on avait entendu, c'est Baltimore. Baltimore pourrait être une possibilité, puis il n'y a pas trop de dates qui sont en conflit là, avec les Jays. Donc, au mois de septembre, il n'y en a aucun. Ce serait une bonne chose.
Sinon, le plan de rechange, ben, ça va être d'aller à Buffalo, mais évidemment, ça ne plaît pas aux gars parce que ça a bien beau être des installations qui ont été rénovées dans les dernières années, mais quand même, c'est un stade des mineurs. C'est pas équipé comme un gros stade des majeurs. C'est difficile pour les Jays en ce moment, on va se le dire. Ouais. Puis moi, ce qui me fait douter, c'est que la raison ou une des raisons pour lesquelles ça a été refusé, c'est le fait que les dirigeants à Pennsylvanie n'aimaient pas le fait que les Rays et les Marlins viennent parce qu'ils viennent de la Floride. Puis on le sait, évidemment, il y a une grosse éclosion en Floride. Mais ça va être le cas pour les gens du Maryland, ça va être le cas pour peu importe le stade qui va être choisi. Fait est-ce que ce serait plus simple de déménager les Rays et les Marlins rendus là parce que ça semble être la cause du problème à un certain point? Ouais, moi, ça m'a surpris quand même qu'il n'y ait pas, même si c'est pas deux villes, des hub cities, là, des villes comme au hockey, mais qu'il y en ait moins de villes, tu sais, avoir, je sais pas, 10 villes ou pas nécessairement deux, mais tu sais. Surtout qu'il y a quelques villes qui accueillent deux équipes. Tu sais, on pense à LA, Chicago, New York. Il aurait pu concentrer ça dans les métropoles. C'est une décision qui est prise. Moi, ce que j'ai entendu, en fait, là, c'est que les Jays ne pourront pas jouer à Buffalo vu que la luminosité, puis il y a plusieurs détails qui font en sorte. Ce que j'ai entendu, c'est vraiment Baltimore. Puis il y a quelqu'un qui a soulevé l'idée du stade olympique. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, le stade olympique n'est pas moins au Canada que l'est Toronto. Ouais, exactement. Le problème est là. Mais à Buffalo, ils n'auront pas le choix. Puis, le maire de Buffalo est parti en croisade pour dire moi, je veux absolument obtenir les Jays dans ma ville. Ce serait une belle opportunité. Fait qu'on sait qu'il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là. Puis il y a déjà du baseball qui joue dans l'État de New York. Donc, ce ne serait pas. Les Rays et les Marlins doivent déjà aller dans cet État-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On sait qu'à Buffalo, ils travaillent justement pour ajuster le problème de lumière. Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que ça va être fait à temps? Ça, je n'ai pas la réponse, mais vraiment, là, c'est une situation inusitée. Là. À la veille du début du calendrier, de ne pas savoir où une équipe va jouer, ça fait broche à foin. Certainement. Quand même. Charles-Alexis, tu vois la saison de 60 matchs comment, toi? C'est une saison spéciale, là, mais ce ne sera pas une saison normale. On sait qu'il y a des équipes qui prennent du temps des fois à démarrer la saison. Là, tu ne peux pas te permettre d'avoir une série de défaites en commençant la saison. Ben c'est ça va être comme une ambiance je veux pas dire de série, mais une ambiance très, très, très puissante dès le début parce que, tu l'as dit, tu ne peux pas te permettre d'échapper 3-4 matchs en partant. Une équipe ne peut pas décider de lever le pied, un exemple, contre les Orioles de Baltimore parce que ces défaites-là peuvent venir t'affecter en fin de saison parce qu'on est pratiquement déjà en fin de saison. C'est comme si en ce moment, tout le monde avait une fiche de 51-51 après 102 matchs. C'est ça la réalité des choses. Je pense que ça va vraiment, vraiment être excitant. Puis là, on parle en plus du fait, c'est sorti dans les dernières heures, que la MLB serait en train de négocier avec l'Association des joueurs pour monter à 16 équipes potentiellement en séries éliminatoires. Fait que si c'est le cas que c'est accepté d'ici demain, ça va vraiment donner un bon show parce que là, les équipes vont pouvoir vraiment y croire jusqu'à la fin. Il va y avoir des courses qui vont être super intéressantes à suivre aussi. Fait que j'ai vraiment hâte au début de la saison, puis on est dû pour de la balle aussi. Puis ce que tu as vu comme format de série, si on tombe à 16 équipes, ça va ressembler à ce qui se fait au hockey, j'imagine? Je pense que oui, ce serait 8 équipes, évidemment, par ligue. J'ose croire après que ça pourrait être quelque chose comme 1 contre 8, 2 contre 7. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'on va vouloir y aller un petit peu plus par division. Ça reste encore à déterminer, évidemment, mais d'avoir 8 équipes, ça ouvrirait la porte vraiment à beaucoup plus d'équipes. Ça, c'est certain. Il a commencé par les Blue Jays. C'est un format qui peut être intéressant de faire du 1 contre 8, 2 contre 7, là, comme au hockey. Je pense que ça peut être bien différent de ce qu'on voit d'habitude, mais intéressant. Je lance tout de suite un peu dans les divisions. Qu'est-ce que vous voyez un peu? On commence dans la nationale, mettons. Dans l'Est de la nationale, qu'est-ce que vous voyez, vous autres? Je commence avec Charles-Alexis, mais qu'est-ce que vous voyez un peu comme tableau? Pour moi, dans l'Est de la nationale, je vois les Braves au-dessus de tout le monde. C'est une organisation qui est prête à gagner. On le sait, ça fait 2 ans qu'ils ils font les séries, ils ne se rendent pas nécessairement le plus loin possible jusqu'à la hauteur de leur talent, en fait. Mais ils sont quand même sont dominants, ont été chercher des éléments sur la butte, dans le champ pour compenser pour la perte de Donaldson. Et le plus important de tout ça, c'est que Ronald Acuna a 1 an de plus derrière la cravate d'expérience. Ce gars-là, sur une saison de 60 matchs, va être en mesure vraiment de faire des flamèches. Et j'ai l'impression que si lui est en forme et qu'il mène l'équipe comme il en est capable, les Braves vont vraiment être durs à déloger, même sur une saison de 60 matchs. D'accord avec ça, David? C'est tellement complet que j'avais les Braves aussi, mais Acuna, Albies, name it. Je trouve qu'ils ont un line-up assez complet. Ils ont du pitch. Ils sont à quelques joueurs après, là, je pense, d'être contender à la Série mondiale year after year. Là, si vous avez qui après les Braves, mettons? Parce que moi, c'est là que j'ai eu le plus de difficultés parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont changé d'équipe. Puis les Mets se sont améliorés aussi. J'ai eu de la misère à faire mon classement pour le reste, là, mais...
Moi, honnêtement, j'ai les Mets assez haut. Je sais que Syndergaard ne lancera pas. Mais DeGrom, dans une courte saison, peut finir avec 10-12 wins sur 10-12 départs. J'aime les Mets. Je vois les Mets finir deuxième, moi, honnêtement. C'est ce que j'avais sur... Ouais. Moi, c'est l'inverse. Les Mets, il y a toujours une controverse différente. Hein. On dirait qu'ils s'abonnent aux Mets année après année. J'ai l'impression que ça ne fera pas différent. Puis là, on a appris récemment en plus que Marcus Stroman va commencer l'année sur la liste des blessés. Tu as un Noah Syndergaard qui a un Tommy John. Donc, la force de l'équipe, c'était la rotation. Puis là, si la rotation est décimée en plus, oui, tu as un Jacob deGrom qui va te donner une chance de gagner à tous les matchs, là, comme c'est le cas depuis 2 ans. Mais moi, personnellement, je les vois 4e au-dessus des Marlins. De beaucoup au-dessus des Marlins, évidemment, mais je les vois pas dans la course du tout. Moi, en 2e rang, j'ai les Phillies. Je pense que l'ajout de Joe Girardi va faire la différence parce que cette équipe-là, ce qu'il avait besoin, c'est vraiment de structure. Tu sais, Gabe Kapler, bon, c'était pas un vilain gérant, mais il avait de la misère à garder ses gars serrés un petit peu. Là, on se souvient en 2018, la controverse des gars qui jouaient à Fortnite. Ça n'arrivera pas, ça, sous Joe Girardi. Un McCutcheon en santé, Bryce Harper acclimaté à son nouvel environnement, Real Muto qui est encore là. Aaron Nola, ben oui. Aaron Nola qui, pour moi, peut se battre là, pour le Cy Young année après année avec son talent tellement il est dominant. Je pense que ça va être le retour des Phillies en série là, via le wildcard. Je pense que je les vois au 2e rang et les Nationals au 3e rang. OK. Tu vois, moi, j'ai fait dégringoler les Nationals à cause que je pense que la perte de Rendon va être très, très, très significative de leur côté. Mais moi, j'avais Philadelphie et New York collés là, à quelques matchs près. Puis je vois Washington DC cette année, là, malgré qu'il reste encore des bons joueurs, des Strasburg, Scherzer, Soto. Je pense que Rendon était plus important à ce line-up-là qu'on pense. Oui, tout à fait. Moi, j'ai Washington 2e, New York 3, puis Philadelphie 4. À cause du pitching à Washington, en fait. Rendon va faire mal, mais il y a Keyboom qui pourra remplacer, qui est pour une bonne recrue, je pense qu'il peut faire une job. Ce ne sera pas Rendon, là, mais bref. On saute à la centrale. Une autre division qui, année après année, reste compétitive. C'est tout le temps un combat entre tout le monde. Là. Je pense que Pittsburgh, cette année, sont un peu hors de la course. Charles-Alexis, tu vois quoi là-dedans? Moi, personnellement, je pense que les Reds, c'est l'équipe la plus améliorée de la nationale et probablement de la Ligue, que j'oserais dire. Tu sais, des ajouts qui ont été vraiment significatifs. J'aime beaucoup leur rotation de partants aussi. Ils ont beaucoup plus de profondeur qu'avant. Sonny Gray s'est renouvelé. Luis Castillo est là. Trevor Bauer, qu'il ne faut pas oublier. Un gars comme Desclafini. Donc, des bons éléments en relève. Il n'y a pas beaucoup donc, de failles dans cette équipe-là. Et j'ai l'impression qu'ils vont profiter de plusieurs matchs. Tu sais, ils vont aller affronter les Royals. Ils vont aller affronter les Tigers, ils vont affronter les Pirates. Et je pense qu'avec ces matchs-là, ils vont être en mesure de se forger une avance. Puis ce ne sera pas facile, mais moi, je les vois au sommet de cette division. Okay. Ils sont allés chercher Moustakis. Puis c'est qui l'autre gros cogneur? Ils sont allés chercher Nick Castellanos. Nick Castellanos, exactement. Ils ont Shongo Akiyama puis Pedro Strop en relais. Qui ont été cherchés dans la division. Moi aussi, son 2e. J'ai les Cubs. Ils ont été cherchés de Chicago. Les Cubs, ils ont perdu justement Pedro Strop là, pour ajouter à ce que James dit. Puis Castellanos, il était là en fin de saison l'an passé aussi. Ouais. Mais moi, j'ai gardé les Cubs premiers malgré tout. Là. Je pense qu'un line-up que je trouve intimidant au bâton encore. C'est sûr qu'il manque un peu de pitching à Chicago, mais sur une courte saison, là, je pense que les Cubs vont sortir de la centrale de la nationale. Moi, tu vois, les Cubs, j'ai de la misère à croire aux Cubs parce que, bon, justement, tu parlais de leur problème de lanceur. Il y a Quintana en plus qui est sur les lignes de côté. On perdu des releveurs. C'est pas exactement clair qui va être en mesure là, de se rendre là, jusqu'en 9e manche une fois que les partants vont être débarqués. Moi, je les vois loin, les Cubs. Je les vois derrière les Cardinals puis même derrière les Brewers. Donc, je les vois au 4e rang de cette division-là. J'ai la même chose que toi. Ouais. OK. J'aime ça. J'ai hâte de voir ce que David Ross va être en mesure d'apporter. Par contre, il n'a jamais géré. Est-ce que ça peut servir la cause des Cubs parce qu'on sait qu'il est très proche des joueurs? Est-ce que ça peut leur nuire? J'ai l'impression qu'il va être un bon élément, mais qu'il va vraiment manquer. Il va manquer de punch un petit peu là, à Chicago. Okay. Dans l'Ouest, je pense que ce sera pas. Je pense que ce sera pas trop compliqué. Je pense qu'on a la même chose. C'est plus de savoir qui va finir 2e, hein? Oui. Tu vois, moi, j'étais allé avec un peu le cadre d'Éric Gagné dans notre moi aussi. là-dedans. J'étais allé là-dedans, que lui voyait San Diego, vu qu'ils sont jeunes, aller loin, peut-être causer une surprise. Fait que moi, j'étais allé avec San Diego 2e, Arizona 3e, à cause du cadre d'Éric Gagné. En fait. J'ai la même chose. Les Dodgers, les Padres, les D-backs.
les Rockies au 4e rang, puis les Exactement. Giants qui vont couler au fond. J'ai l'identique à toi dans l'Ouest, Charles-Alexis. Ouais, moi C'est aussi. pas mal le classique là, en 2020 ouais. parce que bon, les Dodgers, on sait qu'ils vont être Oh oui, c'est sûr que c'est eux autres. Le reste, après, c'est pas important. C'est pas, à moins qu'il y ait 8 équipes dans la nationale qui fassent les séries, peut-être qu'on pourrait assister à l'émergence des Padres. Mais sinon, si ça reste à 5 équipes, je vois pas comment une deuxième équipe peut se faufiler en série là, de cette division-là. C'est impossible. La seule affaire qui me fait peur du côté des Dodgers, c'est que c'est une équipe qui est habituellement lente à partir. Je ne sais pas s'il va y avoir le sentiment d'urgence. J'imagine que oui, parce que c'est déjà une course aux séries, au match numéro 1. Mais niveau talent, il n'y a même pas personne proche des Dodgers dans cette division. Ouais. Mais en même temps, ils sont tirés par quelques jeunes intéressants. Autant défensivement, tu prends un Cody Bellinger qui n'est pas vieux. L'arrivée de Mookie Betts va dynamiser. Puis moi, sur le monticule, il y a 2 lanceurs que j'ai hâte de voir. Walker Buehler puis Dustin May. Ah ben oui, Dustin May, oui, effectivement. Dustin May, moi, je pense que je crois beaucoup en ce jeune lanceur-là. Puis le fait que David Price ne soit pas là, je pense que ça va lui donner plus d'opportunités pour avoir un petit peu de temps de jeu là, de qualité. Je saute directement à l'américaine dans l'Ouest. Moi, je vois avec une surprise, puis je vois avec les Angels cette année. Je pense que tout ce qui se passe avec Houston, je pense que ça va peut-être être un peu trop là, pour eux. Puis les Angels, je pense qu'avec Ohtani en santé, l'ajout de Rendon, je pense que ça va aider beaucoup Mike Trout pendant la saison. Il va être mieux protégé, oui, c'est sûr. Vas-y, Charles-Alexis, ton call numéro 1? Moi, je n'ai pas les Angels numéro 1. Je pense vraiment qu'il manque de lanceurs de ce côté-là, même s'ils ont un punch offensif qui est incroyable. Là, si le lanceur fait moyennement le travail, bon, c'est presque une victoire assurée, mais c'est ce que je doute. J'ai quand même les Astros. C'est un call différent que j'avais au mois de mars, parce qu'au mois de mars, il y avait vraiment toute la chaleur sur eux. Mais là, présentement, on ne parle pas d'eux. Il n'y aura pas de partisans dans les estrades. Ils ont un Dusty Baker qui est là pour calmer un petit peu ses troupes, un vétéran de cette qualité-là. Je pense qu'il va être en mesure de les amener, peut-être de peine et de misère, mais je vois quand même les Astros au premier rang. Devant les Aces, les Angels, les Rangers et évidemment les Mariners qui vont crouler au fond de cette division. OK. Puis moi, j'ai Oakland premier. J'ai les Aces qui surprennent tout le temps, qui sont toujours là, qui savent comment aller gagner des games. Ils ont appris à gagner, je pense, sont bien coachés, bien dirigés, suivis des Astros et des Angels. Moi, les Angels, encore là, c'est au niveau du pitching. Là. Je pense que ça va être fatal pour eux autres encore cette année. Mais pour les années subséquentes, années à venir, je pense que ça va être intéressant pour les lanceurs agents libres, peut-être d'aller signer là, lancer un départ de qualité et t'assurer une victoire. Fait que je vois les Angels pour les prochaines années. Mais pour une saison de 60 matchs, j'ai Oakland en premier. Cool. On saute à la centrale. Charles-Alexis, tu vois quoi? Moi, je pense que les Twins ont encore ce qu'il faut pour rester au sommet de cette division-là. J'ai hésité avec les White Sox parce que, bon, si les Reds sont l'équipe la plus améliorée là, de la nationale, les White Sox sont fort probablement celle dans l'américaine. J'aime beaucoup de ce que je vois des Twins. Puis moi, ce que j'aime beaucoup dire, c'est que, bon, c'est l'équipe qui a obtenu le record de coups de circuit dans l'histoire avec 307 coups de circuit en une saison. Ils ont ajouté les 37 coups de circuit de Josh Donaldson. Donc, c'est une équipe qui va vraiment faire peur. Sur le monticule, est-ce que ça va être un petit peu plus difficile? Peut-être. Ils vont peut-être manquer un petit peu de profondeur. On va espérer pour eux qu'il n'y ait pas trop de blessés de ce côté-là. Mais si la rotation réussit à faire ne serait-ce qu'un peu le travail, cette équipe-là devrait voguer au sommet de la division devant les White Sox, les Indians, puis après les Royals et les Tigers dans l'ordre et le désordre. Là, c'est des équipes de bas de classement. J'ai la même chose que toi. Moi, j'ai les White Sox qui finissent premiers devant les Twins cette année. J'aime l'ajout de Keuchel, Grandal, tout ça. Les jeunes qui poussent, un peu comme le call, on va en reparler, mais Éric Gagné a callé que toutes les jeunes équipes vont arriver là, 60 games, frais, pas de temps pour starter. Puis je vois des Louis Robert, Michael Kopech qui revient cette année. Ils ont une bonne équipe jeune avec les Moncada et Tim Anderson. Je vois les White Sox faire cause à la surprise cette année là, dans la centrale américaine, suivi des Twins, Indians et les Tigers. Là, la division qui nous intéresse, oui. C'est pas mal celle-là dans l'Est de l'américaine. Moi, bien rapidement, je pense que j'ai pas le choix d'y aller avec les Yankees premier. Puis je mets les Red Sox quatrième. Je mets les Red Sox quatrième dans la division. Je pense qu'on a la même affaire d'abord. Tampa deuxième, Jays 3, puis Baltimore dernier. Charles-Alexis, je te laisse y aller.
Moi, j'ai la même chose. J'ai exactement le même That's classement que toi, JF. Les Yankees vont être forts cette année. J'ai vraiment confiance en Garrett Cole, non seulement parce qu'évidemment, bon, c'est un lanceur dominant, mais je pense qu'avec l'entraîneur des lanceurs, Matt Blake, il va vraiment pouvoir s'épanouir parce que on sait à Pittsburgh, c'est un bon lanceur. Puis ce qui a fait de lui un excellent lanceur ou un des meilleurs de la ligue, c'est l'entraîneur des lanceurs là-bas qui parlait vraiment de l'aspect mental, l'aspect nutrition. Puis là, on retrouve un petit peu le même genre d'entraîneur des lanceurs du côté du Bronx. Est-ce que ça va l'aider? Il va prendre ce qu'il voulait de Houston, il va combiner avec ce qu'il va apprendre à New York. Et je pense que grâce à ça, il va devenir vraiment le meilleur lanceur de la Ligue. Puis ça va permettre aux Yankees, qui ont déjà une force de frappe là, qui est exceptionnelle, de rester au sommet de cette division-là. Oui, tout à fait. Moi, je vais juste continuer là-dessus. Pour moi, j'ai les Yankees comme équipe la plus améliorée parce qu'ils ont été chercher exactement ce qui manquait avec Garrett Cole. Il manquait un ace, un gars qui donne un quality start à tous les fois, qui va un dominant start. Là, quand il va embarquer sa but, ils vont mettre une win. Puis si c'est le contraire qui se passe, c'est vraiment pas ça. C'est scénario affreux. Puis line-up au bâton, autant que le bench. Ton pire joueur, là, ça va être Carly Gashioka, le backup catcher. Mais sinon, on parle de Brett Garner, là, qui a le moins de bâtons dans même tes bench players. Fait que non, c'est très, très, très complet comme équipe. Les gars comme Clint Frazier vont commencer l'année sur le banc. Non, je vois les Yankees de dominer complètement l'Est de l'Amérique. Je suis pas contre ça. Ça me fait plaisir Charles-Alexis, d'entendre j'ai oublié de ça. te demander Pareil, tantôt. Pardon? Ça fait plaisir d'entendre ça pareil. Là. Ça me fait pas plaisir de le dire. J'ai oublié de te demander, Charles-Alexis, tantôt, qu'est-ce que tu penses du coureur au deuxième but après la 9e manche? Je pense que dans le contexte actuel en 2020, c'est la chose à faire parce qu'évidemment, tu ne veux pas garder tes gars trop longtemps sur le terrain. Tu veux qu'ils puissent retourner à la maison. Puis, c'est un horaire qui est exigeant quand même. C'est rigoureux, 60 matchs en 66 jours. Ça ne laisse pas beaucoup de congés. Il n'y a pas de place pour les 15, 16, 17, 18 manches peut-être cette année. Après, je pense que ça va être vraiment de voir est-ce que ça a été un succès? Est-ce que les joueurs, est-ce que les entraîneurs, est-ce que les partisans ont aimé ça? Si c'est le cas, est-ce que ça va rester probablement? Puis si ça a été détesté, c'est une formule qui va peut-être être appelée à disparaître. Mais j'aime qu'on utilise la saison 2020 pour faire les choses différemment, ne serait-ce que pour attirer des partisans aussi. C'est la bonne saison, en fait, pour tester le coureur en manche supplémentaire. Ça fait 2020. Oui, puis il y a de plus en plus de joueurs aussi qui se lèvent pour dire qu'ils ne détestent pas l'idée. Je pense qu'on était rendu là, justement. Ben, c'est ça. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Honnêtement, je trouve que ça ne fait pas MLB, ça fait un peu ligue de camping, ligue de bière. Mais s'il y a un moment pour l'essayer, c'est là, comme tu dis. Puis, je pense pas que ça va rester. Là. Je pense que c'est un peu l'anti-baseball parce qu'il y a multiples façons de jouer rendu là. Mais c'est le temps de l'essayer. Ceci dit, pour les séries, il ne faut absolument pas qu'ils soient là. Là, ça, c'est une certitude. Ça prend des 18 manches en série s'il faut avoir des 18 manches, là, un peu comme la fusillade au hockey, par exemple. Oui, mais c'est là que j'allais dire aussi. Mais non, c'est une bonne idée pour 2020. Et boys, il nous reste 5 minutes, 3 questions. La première, qui est-ce que vous voyez en World Series cette année, les deux équipes? Charles-Alexis? Moi, je pense que c'est une série mondiale que dans quelques années, on va faire. C'est la série mondiale dont la MLB avait besoin pour se remettre des négociations. Nanana. Je vois un Yankees-Dodgers parce que c'est sans aucun doute les deux forces de leur ligue. Il n'y a pas plus fort que les Yankees dans l'américaine, pas plus fort que les Dodgers dans la nationale. Puis j'ai l'impression qu'on s'enligne vraiment vers ça, à moins d'une catastrophe. Si c'est le cas, c'est parce qu'il y a une des deux équipes qui va avoir choqué de se rendre jusque-là. Je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui a le potentiel de les battre. Là. Ou sinon, un cas de COVID plusieurs cas de COVID dans une équipe, peut-être qui pourrait empêcher, mais en temps normal, je ne vois pas ces équipes-là s'effondrer avant la série mondiale. Je n'ai pas le choix d'être 100% d'accord. Puis mon portefeuille souhaite que les Yankees se rendent en finale. Là, j'ai beaucoup d'argent investi là-dessus depuis quelques années. Ma deuxième question. Toi, JF, tu vois qui en finale? La même chose. Okay, c'est pour ça que j'ai pas. Je vois la même chose aussi. Excellent. Vos Cy Young cette année? Moi, de mon côté, j'en ai parlé un petit peu tantôt pour l'américaine. Garrett Cole va être dominant. Il va faire ce qui se fait de mieux du côté de l'américaine. Dans la nationale, moi, j'ai Jack Flaherty qui est du côté de Saint-Louis. Il a été tellement sous-estimé, mais tellement dominant en deuxième moitié de saison. Une moyenne de points mérités en dessous de la barre des 1. Je pense que s'il y a un joueur qui a le potentiel de mener son équipe comme ça, c'est lui. Puis sur une courte saison, j'ai l'impression qu'il va vraiment vouloir condenser ses bonnes performances, puis ça va se traduire en des séries, des sorties de qualité là, à chaque 5 jours. Moi, j'ai Cole dans l'américaine, puis j'hésitais beaucoup entre Strasburg et Nola. Et j'ai décidé de prendre Aaron Nola comme gagnant dans la nationale.
Moi, j'ai Jared Cole, puis je suis allé avec Walker Buehler avec les Dodgers. Je pense que ça va être une année Dodgers, Yankees, pas mal cette année. Sauf pour une petite affaire, puis c'est ma prochaine question. Vos MVP. Moi, mes MVP, j'ai décidé d'y aller avec deux gars qui sont arrivés à Los Angeles, qui ont changé de ligue. Anthony Rendon du côté des Angels, Mookie Betts du côté des Dodgers. Je pense que Mookie Betts, bon, son cas n'est pas à refaire. Il a le potentiel de mener les Dodgers comme il a mené les Red Sox en 2018 jusqu'à la Série mondiale. Puis Anthony Rendon, bon, c'est sûr qu'il va commencer peut-être sur les lignes de côté, mais il devrait revenir au cours des prochains jours. Puis je pense que vraiment, justement, avec un alignement qui va le protéger à fond, avec les gros frappeurs qu'il y a du côté des Angels, j'ai vraiment l'impression qu'il va vouloir démontrer que bon, son année 2019, il a été bon, mais c'était pas juste qu'il a encore faim, en fait, qu'il veut encore, qu'il a soif de victoire. Puis j'ai l'impression que ça va se traduire en des super belles performances pour lui là, aux côtés de Mike Trout. Moi, j'ai deux choix assez populaires, là, mais j'ai Mike Trout encore une fois dans l'américaine. Puis je vais y aller avec Mookie Betts dans la nationale. Je vois Mookie connaître un très gros 60 matchs à LA avec le contrat qui est ici. J'ai exactement la même chose. Ouais. Trout, j'ai hésité entre Aaron Judge et Trout, mais je me suis dit que Judge, il y a souvent les blessures qui le guettent. Oui, mais les Yankees n'auront pas d'MVP cette année. Il est trop pacté. Ils n'auront pas le crédit qui leur revient. Jared Cole pourrait le like. Jared Cole, ça pourrait. Mais Trout, entouré d'Ohtani et de Rendon, je pense que exactement. Si les dirigeants ont le choix de choisir entre Trout et Rendon, j'ai l'impression que Trout va être favorisé là-dedans, justement. Ouais. Big time. Charles-Alexis, je te remercie beaucoup. On a fait ça short and sweet, comme j'ai mentionné tantôt, mais je te lance déjà l'invitation là, pour prendre notre temps pour avoir une bonne discussion sur ce qui se passe dans la MLB cette année. Si tu acceptes mon invitation. Oui, c'est ça. On veut parler de ton parcours et tout. Écoute, d'habitude, on fait ça. Là, ce soir, on était pressé dans le temps, mais oui, ben welcome. T'aimes ça parler de baseball. On fait pas mal ça, nous autres aussi. Ça fait que l'invitation est lancée pour le prochain podcast baseball. Absolument. Je vais être là, les gars. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Salut.